Comme vous le savez, c'est depuis 2012 que la République démocratique du Congo, notre pays, a signé le traité créateur de l'OHADA. Et ce traité créateur de l'OHADA a fait une obligation aux États signataires de ce dernier de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires afin que le droit au OHADA s'applique sans faille dans leurs États respectifs. Et c'est comme ça que l'article 10 du droit au OHADA, et du traité au OHADA plutôt, stipule que les actes uniformes s'appliquent dans les États partis, nonobstant les lois internes contraires. Ce qui veut dire que toutes les lois qui ont existé dans le cadre du droit des affaires en République démocratique du Congo ont été abrogées avec notre adhésion au droit au OHADA. C'est comme ça que depuis ce temps-là, dans les universités, dans les entreprises, on est en train d'appliquer le droit au OHADA. Mais il y a une spécialité ou une spécificité que le droit au OHADA a laissé à la compétence des États. L'article 5 du même traité au OHADA consacre un principe dualiste. Comme vous le savez, les actes uniformes définissent les actes infractionnels. Mais on laisse la latitude à chaque État, à chaque pays, de pouvoir fixer les peines correspondantes à ces infractions-là. Et l'OHADA a justifié cette absence de peine par le fait que la politique criminelle relève de la souveraineté de chaque État. Et la fixation de peine varie avec la mentalité de la population. Un acte qui peut être admis dans tel endroit peut être désapprouvé dans tel autre endroit. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas sanctionner de la même manière dans 17 pays. Chaque État a ses réalités, chaque État a sa politique. Il fallait laisser à chaque pays, à chaque parti État, de pouvoir maintenant définir les infractions et les peines qui doivent être appliquées aux infractions qui sont définies dans les actes uniformes OHADA. C'est comme ça que nous avons proposé la loi qui ne définisse que les peines qui doivent être appliquées aux infractions déjà définies au préalablement par les actes uniformes OHADA. Donc ce sont les mêmes infractions à de mêmes termes dans les 17 pays membres de l'OHADA. Donc avec une spécificité que chaque pays détermine les peines qui doivent être appliquées lorsqu'on commet ces infractions-là. Son apport au niveau du code pénal, il y a les nouvelles infractions qu'on a ajoutées. Et ces nouvelles infractions doivent maintenant s'appliquer dans notre législation. Il y a également les anciennes infractions qui existaient dans le code pénal qui ont été modifiées. Et on l'a adapté parce que ce sont, vous savez vous-même, notre code pénal date de 1940. Et 80 ans presque aujourd'hui. Donc il a connu la vieillesse, l'âge. Et avec l'évolution, il y a des dispositions qui sont devenues obsolètes, les dispositions qui sont devenues vieilles. Et avec le droit au OHADA, on essaie d'adapter les lois avec les nouvelles réalités économiques. Je ne suis pas penché sur la proposition de loi concernant les dispositions légales sur le plan pénal pour l'application de notre ratification au dispositif de l'OHADA. Non, je suis intervenu plutôt sur la proposition de loi présentée par l'honorable Boris Mboukou sur la taxe de promotion industrielle. J'ai voulu, à travers mon intervention et à la suite des propos de l'honorable Jacqueline Joly, lancer un débat public sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de disposer d'une banque d'investissement. Nous ne pouvons pas avoir un pays aussi grand, avec des difficultés que nous connaissons, et penser que nous allons développer le pays avec la taxe de promotion industrielle pour nous donner les moyens d'industrialiser notre économie. C'est un contresens et c'est anormal. Au grand mot, de grands remèdes. Ce qu'il nous faut, c'est une banque à même de lever des fonds sur le plan international et venir intervenir dans le pays ici, parce que
nous avons un champ immense d'intervention. Et il y a des moyens qui dorment à l'extérieur. Les gens ne savent pas quoi en faire. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients que nous disposons de ces pouvoirs de capter des moyens importants sur le plan international et venir investir chez nous, les gens ne vont pas réfléchir à notre place. C'est à nous de le faire. Voilà pourquoi, à travers cette intervention, j'ai voulu lancer ces débats publics. Mais ça, c'est autre chose, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau des FPI. Je n'ai jamais travaillé là-dedans, je ne connais pas les mécanismes en place qui ont fait que nous arrivions à des situations aussi, à des résultats aussi déplorables, avec plus de 350 millions de dollars qui sont gelés alors que l'économie a besoin de cet argent pour l'investissement. Et je crois que ça, peut-être, les propositions contenues dans cette initiative parlementaire pourront nous aider à ce que nous renforcions les moyens d'intervention des FPI dans le recouvrement des créances qui lui sont dues. L'essentiel de mon intervention était de dire de demander aux collègues que ces propositions soient déclarées recevables pour être envoyées en commission. Et là-dedans, j'ai fait rappel d'une proposition que j'avais en son temps faite, celle du juge de l'urgence. Je l'ai faite parce que je suis également avocat. Et en tant que praticien, nous rencontrons beaucoup de problèmes lors de l'administration de la justice. Aujourd'hui au Congo, avoir un titre exécutoire, avoir un jugement ne veut pas forcément dire que vous allez rentrer dans vos droits. C'est une difficulté majeure. Et pourtant, il y a des dispositions au niveau de l'OHADA qui imposent au droit interne de prévoir à cette histoire-là. Mais nous, malheureusement, on ne le fait pas. Et j'ai aussi fait attention à ce que le FPI fait. Parce que beaucoup de collègues sont intervenus pour dire que le FPI ne sait pas recouvrer les prêts qu'il accorde aux personnes. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, à un moment donné, j'ai été interpellé au niveau du FPI pour proposer des contrats types. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces contrats-là, on doit tenir aussi compte de l'évolution du droit, de l'adhésion de notre pays à l'OHADA. Donc, il y a des dispositions qui rendent faible l'action des avocats qui sont en fait attachés au FPI pour recouvrer ces fonds. Mais à la fin, ce qui est important, j'ai estimé que dans notre société, quand nous occupons certaines fonctions, notamment nous députés, et même j'ai cité le président de l'Assemblée nationale, il faut une moralité exemplaire. Il faut effectivement qu'on soit le plus irréprochable possible. Et pour ce faire, certaines infractions ne peuvent pas être punies de la même manière que le Congolais ordinaire. Si le Wewa, si le Congolais qui travaille dans la fonction publique au plus bas niveau commet un faux, ça ne doit pas être puni de la même manière que le député que je suis ou le président de l'Assemblée nationale. Il faut que je sois sévèrement puni parce que la position que j'occupe dans la société doit m'obliger à un certain comportement exemplaire. On a l'impression que certaines infractions, c'est pour les petits peuples. Alors moi, je suis d'un avis contraire. Je pense que nous, en tant qu'élus, nous, en tant que ministres, nous, en tant que chefs de l'État même, on est appelé à une exemplarité qui soit sans tâche. Il faut effectivement qu'on fasse preuve de probité morale. D'où il faut des sanctions sévères pour toute personne élevée en dignité dans ce pays. C'est ça là où j'ai chuté par rapport à la loi pénale. Moi, je vois plus l'aspect technique. Je le dis en tant qu'avocat. Effectivement, il y a des faiblesses au niveau de l'organisation interne du FPI qui ne lui permet pas de recouvrer facilement les créances les prêts qu'il accorde aux gens. Là, c'est à ce terme-là. Mais s'il y a des problèmes internes, Ngoka Sangila dit lui-même, il parle des choses qu'il connaît. Donc, il n'a pas été avec lui, mais c'est quand même un député qui dit on doit le croire aussi sur parole.